Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus parmi les explorateurs du Pionnier. C'est parti pour ce premier épisode des explorateurs du Pionnier. Donc le concept de cette émission est assez simple. Je vous propose qu'on se retrouve une fois par semaine pour explorer un deck de la méta du Pionnier ensemble sur Arena. Sur Arena, non, parce que c'est pas disponible sur Arena, mais bien sûr sur MTGO. MTGO, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent d'Arena, c'est une version un peu plus ancienne de Magic où toutes les cartes sont disponibles et vous allez voir, c'est un peu moins flashy, mais c'est tout aussi rigolo et surtout on peut jouer à des formats auxquels on ne peut pas jouer encore sur Arena, bien sûr. Donc je vous propose ensemble de prendre un deck, de découvrir comment il fonctionne et de faire une ligue. Une ligue, c'est 5 matchs. Pour cette première, vous verrez, j'ai eu des petits problèmes techniques et les 3 premiers matchs de la ligue ont été effacés. Donc vous aurez que les 2 derniers matchs que vous verrez, ce sera les 2 derniers matchs de ma ligue et les 3 premiers, ce sera des matchs faits sur la queue free to play. D'accord? Donc ici, on va commencer par un deck tech. On va regarder un peu ensemble comment fonctionne ce deck. Mono White Devotion. Donc Mono White, comme son nom l'indique, on va avoir qu'une seule couleur avec des artefacts bien sûr ici. Et Dévotion pour la mécanique qu'il utilise. La mécanique Dévotion, c'est une mécanique qui est basée sur le nombre de symboles d'une couleur, des permanents en jeu à un instant donné. D'accord. Donc la carte ici qui utilise la dévotion, surtout, ça va être celle-ci. C'est Nykthos Shrine to Nyx. C'est une carte qui fait du mana incolore. Diamant ici, c'est le mana incolore. Mais si je tape 2 autres terrains et que je l'engage, donc ça me coûte 3 terrains, bon, je produis un nombre de mana blanc égal à ma dévotion au blanc. C'est-à-dire au nombre de symboles présents sur les permanents qui sont sur le champ de bataille sous mon contrôle. Imaginons que j'ai un inspecteur et un Knight of the White Orchid. Ça me fait un symbole et 2 symboles, donc en tout 3 symboles. Donc si je tape 2 mana plus Nykthos, je génère 3 mana blancs. Donc là, je suis à peine, j'arrive à parité si j'ai une dévotion de 3. Mais si j'ai une dévotion de 4, je commence déjà à gagner 1 mana. Si j'ai une dévotion de 5, je peux gagner 2 mana. Et avec ça, je peux avoir des tours extrêmement explosifs en mana, générer 10, 15 mana, et où est-ce que je vais mettre cette mana? Dans mon combo. Soit en générant beaucoup de créatures et en faisant un board qui devient insurmontable, soit en ayant un combo. Car ce deck, c'est un deck aggro combo. Et aggro, on pourrait discuter. D'accord? Parce que, bon, vous voyez dans Magic, à peu près, bon, c'est assez simple à dire, c'est plus complexe en fait en réalité. On peut dire qu'il y a aggro d'un côté, contrôle de l'autre, et au milieu, on a un curseur qu'on appelle deck qui sont au milieu, qui sont pas très contrôle, qui pas très aggro. On les appelle mid-range, d'accord? C'est ceux qui sont au milieu. C'est une façon un peu grossière de voir les choses, d'accord? Un deck aggro, il veut gagner très très vite. Si la partie s'éternise, il a peu de chances de gagner, généralement. Un deck contrôle, son but c'est de survivre jusqu'à le tour 15-16 pour pouvoir mettre en place son plan de jeu qui devient imbattable, d'accord? Et entre les deux, on a un deck mid-range, d'accord, qui prend le rôle de contrôle contre un deck très agressif et qui prend le rôle d'agressif quand il est face à des decks très contrôle, d'accord. C'est plutôt vers là que je gravite personnellement en termes de deck parce qu'on a toujours un peu d'agency, un peu de choses à faire. Il faut toujours savoir quel est son rôle. C'est à nous de connaître notre rôle dans chaque match-up. Est-ce que ça peut évoluer au fil du match, etc. Ici, on est plutôt un deck agressif, mais pas très très agressif. Hein. C'est pas ce qui se fait le plus agressif dans le Pionnier. On est plutôt agressif, mais à tendance mid-range. Mais on a dedans un combo. Le combo, c'est le suivant. C'est un combo qui nécessite 8 cartes. En fait 2, mais on les a chacune de ces cartes en 4 exemplaires. Il s'agit de Heliod Synchron et Walking Ballista. Donc Heliod, comment il fonctionne? C'est un dieu qui nous vient tout droit de la dernière extension de Theros.
C'est une carte légendaire, on peut en avoir qu'un seul en même temps sur le terrain. Et c'est un enchantement et une créature. Mais il n'est créature que si j'ai une dévotion de 5. Et attention, il compte lui-même, hein, d'accord? Donc en fait, il faut 4 autres symboles présents sur le terrain pour pouvoir le faire devenir une créature. Cette créature, elle est 5-5, elle est indestructible. Mais c'est pas tout. Eliod, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit que à chaque fois que je gagne un point de vie, quelle que soit la façon dont je gagne le point de vie, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc sur la pile des effets va venir se mettre un effet, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature qui va se résoudre à chaque fois que je gagne un point de vie. Et j'ai aussi cette petite clause ici, un mana blanc, un mana incolore. Je peux donner le lien de vie à n'importe quelle créature. Et on a aussi cette petite créature ici sympathique qui s'appelle Walking Ballista. Elle n'a jamais été celle-ci là. Bon, c'est un des piliers du pionnier, hein, on est d'accord. C'est une carte très très forte, XX. Elle arrive en jeu, elle est 0-0, mais elle arrive en jeu avec un certain nombre de marqueurs +1/+1 qui est égal au nombre X que j'ai utilisé. Donc si j'ai utilisé 2 mana, c'est 1 et 1. Elle arrive comme une 1-1. Si j'ai utilisé 4 mana, 2 et 2, elle arrive comme une 2-2. D'accord? 6 mana, elle arrive comme une 3-3. Ok? Mais c'est pas tout. Je peux payer 4 mana à chaque instant, n'importe quel moment, à n'importe quel instant où j'ai la priorité, je peux payer 4 mana pour mettre un marqueur +1/+1. Ça passe par la pile, hein. D'accord? C'est pas instantané. On peut répondre à l'effet. Par exemple, si j'ai une baliste à 1 ou à 2 et je veux mettre un marqueur +1/+1, je tape 4 mana, ça va sur la pile. On peut répondre en faisant par exemple -2/-2 à Walking Ballista. Dans ce cas-là, elle va mourir. Hein. D'accord? Et un autre effet, à n'importe quel instant où j'ai la priorité, je peux décider de enlever un marqueur +1/+1. Ça fait partie de l'effet, on ne peut pas y répondre à ça. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Vient sur la pile l'effet suivant, je peux faire un point de dégâts à n'importe quelle cible. D'accord? Il se trouve que le lien de vie est formulé de manière un peu étrange, c'est-à-dire que le lien de vie fonctionne quelle que soit la façon dont la créature qui a le lien de vie fait des dégâts. Ce n'est pas que avec les dégâts réalisés en combat. D'accord? Donc c'est une des rares keywords, des rares effets comme ça qui est formulé comme ça, mais c'est le cas. Ça veut dire que si le ping là, quand j'enlève un marqueur et je fais un point de dégâts, ce point de dégâts, si Walking Ballista a le lien de vie, va me donner un point de vie. Mais comme je vais gagner un point de vie, ben je vais pouvoir remettre un marqueur +1/+1 sur la baliste. Grâce à Eliod. Comme la baliste a 2 marqueurs, je vais pouvoir en enlever un pour faire perdre un point de vie à une créature ou au joueur. Mais comme je fais ça, je gagne un point de vie. Et comme je gagne un point de vie, je mets un marqueur +1/+1. Donc vous voyez, ce combo est infini. Je peux faire une infinité de points de dégâts et gagner une infinité de vie. Alors, techniquement, ça ne va pas à l'infini. Hein. Il me suffit de, si mon adversaire a 20 points de vie, de faire 20 fois la manip. Je fais 20 points de dégâts, je gagne 20 points de vie, j'ai gagné la partie. Donc vous voyez, c'est un combo à 2 cartes. Il faut juste de la mana. Et il faut que ma baliste, au commencement du combo, ait 2 marqueurs. Parce que si j'enlève un marqueur et qu'elle n'a qu'un seul marqueur, elle meurt instantanément. Il n'y a pas de moment où le marqueur revient, la créature est déjà morte. Parce qu'elle devient une 0-0. D'accord? Alors, un moyen très bien pour assembler ce combo, c'est ici le Arcanist Owl. Donc déjà, plusieurs choses. Symbole hybride ici. Le symbole hybride veut dire que pour l'invoquer, je peux utiliser soit du blanc, soit du bleu. Mais pour la dévotion, c'est intéressant parce que ça veut dire que chacun de ces symboles compte pour une dévotion bleue ou une dévotion blanche. Ça veut dire que, en ce qui me concerne, moi, mono blanc, cette carte ici me génère 4 de dévotion quand elle est sur le board. D'accord? Donc c'est plutôt bien. Bon, par contre, c'est une 4 mana, 3-3 vol. Alors 4 mana, 3-3 vol, si vous faites un peu de limité, c'est bien, mais c'est pas top non plus. Hein. D'accord? C'est bien. Mais 4 mana de la même couleur pour une 3-3 vol, c'est pas terrible. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle entre en jeu, il y a un effet qui vient sur la pile et qui me dit que je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque
et je peux en mettre dans ma main une carte d'artefact ou d'enchantement présent dans ces 4 cartes. Ça tombe bien. Mon combo, c'est quoi? C'est un artefact et un enchantement. Donc si j'ai une baliste mais que j'ai pas mon Heliod et que je joue ça, je peux regarder dans les 4 cartes de ma librairie un Heliod. Et inversement, si j'ai Heliod et que j'ai pas la baliste, je peux retrouver la baliste. Donc ça, en plus de marcher avec mon plan de jeu dévotion, faire plein de mana, ça marche aussi avec mon plan de jeu combo pour retrouver mon combo. Et aussi, vous allez voir que toutes mes formes d'interaction sont des permanents. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste sur le champ de bataille pour générer de la dévotion. Et mes permanents en question, ce sont des enchantements que pourra trouver le Arcanist Owl. Donc ils sont ici. Stasis Snare. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est en flash, c'est-à-dire que je peux jouer à chaque instant un enchantement qui arrive en jeu. Quand il arrive en jeu, je peux exiler une créature. Si il est viré du jeu, l'adversaire récupère sa créature, bien sûr. Baffling End, ça se joue à mon tour. Je peux exiler, c'est aussi un enchantement, une créature qui coûte 1, 2 ou 3 coups de mana convertis. Si ils arrivent à supprimer Baffling End de mon battlefield, dans ce cas-là, ils récupèrent un dinosaure 3-3. Alors, ça peut être dangereux. Des fois, c'est mieux de récupérer la créature, des fois, c'est mieux de récupérer un dinosaure, ça dépend. D'accord? Il faut faire attention, 3-3, c'est pas rien, quand même. D'accord? Et enfin, ici, ça fait partie du paquet dans ce deck anti-combo. On a Gideon's Intervention, on va y venir. Donc, la mana base, c'est simple, des plaines, Nykdos, 4, même si elle est légendaire, c'est tellement important qu'on en a 4, d'accord? Et ça arrive souvent qu'on joue une Nykdos, on a une Nykdos en jeu, on génère beaucoup de mana, on joue une deuxième Nykdos de notre main, on sacrifie celle qu'on vient de taper, et on peut refaire encore plus de mana. Ça, c'est un play pattern, une séquence de jeu qui revient très souvent. Ensuite, on a une toute petite, toute seule château Ardenvel. Alors pourquoi on en a qu'un? Parce que c'est pas une plaine. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet, bon, ça va souvent arriver en jeu de les taper, parce que des plaines, c'est pas ce qui manque. Hein. Et ça nous permet, si quelqu'un arrive à gérer toutes nos menaces, de quand même pouvoir pondre tous les tours une 1-1, une 1, c'est pas rien, d'accord? Et ça nous coûte, en termes de construction de deck, très peu, d'accord? La Xème plaine a beaucoup comment dire en anglais, de diminishing return, c'est-à-dire elle nous apporte beaucoup moins que la première Castle Ardenvale, d'accord? Donc c'est quasiment gratuit en termes de mana base de jouer ça. Par contre, on joue aussi 4 granges idylliques. La grange idyllique, c'est une très bonne carte. Donc elle arrive en jeu tapé, à moins que vous ayez déjà 3 plaines. Sans la compter elle-même, hein, d'accord? Et si c'était le cas, si vous avez 3 plaines, elle arrive en jeu détapé. Et si elle arrive en jeu détapé, elle met un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Alors pourquoi c'est bien? 1, parce que si je peux jouer une baliste à 2, donc c'est-à-dire qu'elle arrive avec un seul marqueur, puis je joue une grange, ça lui donne un deuxième marqueur, et je peux faire mon combo instantanément. Si j'avais déjà Heliod en place. Ça me permet de faire le combo tour 3. C'est plutôt fort. De plus, Knight of the White Orchid, qui est 6x4, qui paraît très faible, une 2-2 first strike pour 2, c'est un peu en dessous de ce qu'on pourrait imaginer dans le pionnier. Alors pourquoi on la joue? Parce que elle déjà, c'est 2 symboles de dévotion, mais aussi parce que quand elle arrive en jeu, si j'ai moins de terrain que l'adversaire, je peux amener un terrain supplémentaire en jeu directement, une plaine. Alors ça, c'est un mécanisme très fort quand on est sur la pioche. D'accord? Quand on est sur la pioche, à Magic, vous connaissez, si vous êtes sur la pioche, vous savez très bien que vous avez un gros désavantage de tempo vis-à-vis d'autres adversaires. Et pour combler ce désavantage, ça c'est une carte qui est très puissante parce qu'elle nous rampe, c'est-à-dire qu'elle augmente le nombre de terrains qu'on peut jouer par tour et on rattrape notre retard. Par exemple, si je la joue tour 3, je vais avoir 4 mana tour 3. Ce qui est très fort. Et en plus, je peux aller chercher une plaine, et pas une plaine basique. Ce qui veut dire que je peux aller chercher mes granges ici. Et ça, vous verrez que ça arrive assez souvent, et c'est plutôt fort. On joue aussi en tour 1 le Traben Inspector, qui est très très bien. Il nous permet
de faire de la dévotion, de faire un petit body, une 1-2, c'est pas rien. Et elle crée un jeton artefact clou qui, si je le sacrifie en payant 2 mana, me fait piocher une carte. Donc ici, ça se remplace soi-même, avec un peu de mana, un petit investissement. Ça fait de la dévotion, ça fait un petit body, ça fait le café. C'est très bien, c'est vraiment parfait dans la curve. C'est vraiment une très bonne carte. Hein. Je pense que jamais je la cut dans aucun match-up. Hein. C'était vraiment bien. Après, on a un split ici. Donc, on a déjà parlé du Knight. Tous nos drops à 2 sont des plaines, d'accord, pour augmenter notre dévotion. Donc ici, on a un split entre Anafenza, ici, et Daxos. Alors pourquoi ces deux cartes ont des effets sensiblement différents. La meilleure des deux, c'est Anafenza, honnêtement, parce qu'elle fonctionne toute seule, elle n'a pas besoin de support. Daxos va faire la même chose, mais avec un peu plus de support. Pourquoi on a un split 2-2 ? Parce qu'elles sont toutes les deux legendary, ça veut dire qu'on peut en avoir qu'une seule en même temps sur le board. D'accord ? Et donc, si j'avais par exemple 0 Daxos et 4 Anafenza, je peux très facilement me retrouver avec une Anafenza en jeu, une Anafenza dans la main, que je ne peux pas jouer. Si j'ai un split, j'ai plus de chances d'avoir une Anafenza, et un Daxos. D'accord ? Et je peux jouer les deux en même temps. Alors, qu'est-ce que fait Anafenza ? C'est une 2-2 pour 2. C'est pas terrible, mais elle a une capacité qui fait que à chaque fois qu'une créature non token arrive en jeu, je peux faire ce qu'on appelle le bolster 1, c'est-à-dire que je regarde la créature qui a le moins en endurance et je lui mets un marqueur +1/+1. C'est génial, si ça c'est en jeu, je peux faire une baliste pour 2, c'est-à-dire qu'il arrive avec un seul marqueur, et comme c'est une 1-1, je peux mettre un deuxième marqueur, ça devient une 2-2, et j'ai ma baliste 2-2 qui est prête pour mon combo. D'accord ? Mais ça reste aussi une carte très forte pour quand je joue toutes mes autres créatures. Daxos, c'est une 2x, où x, c'est ma dévotion en blanc. Donc si j'ai que Daxos en jeu, c'est une 2-2, parce que j'ai déjà 2 de dévotion. En plus, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu ou meurt, je gagne un point de vie. Et donc, vous voyez bien que si j'ai en plus Iliode sur le board, quand je joue une créature, je gagne un point de vie. Comme je gagne un point de vie, je vais mettre un marqueur +1/+1. Et donc, quand j'ai Daxos et Iliode et que je joue une baliste à 1, je peux directement mettre 2 marqueurs +1/+1 dessus, et ma baliste et mon Iliode sont prêts pour le combo. D'accord ? Donc, tout simplement. Donc, c'est des bonnes cartes. Hein, et Daxos est relativement meilleur contre aggro. Anafenza est relativement meilleur contre combo, parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de dégâts que je vais faire. D'accord ? Parce que là, les marqueurs +1/+1, c'est sûr qu'ils y seront. J'ai pas besoin d'Eliod pour les mettre. Contre combo, j'ai Gideon 3 et Gideon Interventions. Alors Gideon 3, hein, il est assez connu. Il arrive avec 3 de loyauté. Son +1, je peux mettre en prison une créature, c'est-à-dire que jusqu'au début de mon prochain tour, cette créature ne pourra pas faire de dégâts. Donc ça me protège. Hein. Son 0, il devient une 4/4 indestructible et on prévient tous les dégâts qui sont faits sur lui. Donc on peut attaquer. Attention, pas faire son 0 le tour où il arrive. Ça apporte rien, d'accord ? On ne pourra pas attaquer, il aura le mal d'invocation. Et son autre 0, c'est on va créer un emblème qui dit qu'on ne peut pas perdre la partie tant qu'on a un Gideon. Ça c'est bien contre combo, ça va les retarder, il va falloir qu'il gère votre Gideon avant de pouvoir vous tuer. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que vous allez gagner la partie contre le combo, ça veut juste dire que vous avez un peu plus de temps. Ça veut donc dire que il faut les tuer quand même. C'est pas tout d'avoir Gideon. Il faut aussi les tuer avant qu'ils vous tuent. C'est juste un petit peu de temps supplémentaire pour vous. D'accord ? Et dans Magic, pour l'instant, il n'y a aucune carte qui est capable de détruire un emblème. Gideon d'intervention va avoir à peu près le même rôle. Ça coûte 4, c'est un peu cher. Ça vient d'un Monket, c'est une rare. Quand on la met en jeu, il faut connaître un peu le deck de l'adversaire. On peut citer une carte. Votre adversaire ne peut plus jouer cette carte tant que Gideon d'intervention est en jeu. C'est très fort. Si c'est un combo à 2 cartes que votre adversaire a là, tant que Gideon Intervention est là, ils ne peuvent pas partir en combo parce qu'ils ne peuvent pas jouer leur carte. Ça peut être aussi une carte clé du deck. Alors pourquoi c'est là ici ? Parce que en première partie, c'est très rare que les decks combo ils aient des cartes pour gérer les enchantements dans leur deck principal. Ils ont ça dans le sideboard. D'accord. Ça veut dire que dans certaines parties, on peut les gagner un peu en mode truand en jouant cette carte.
D'accord. On peut aussi nommer une carte qui a déjà été jouée. Dans ce cas-là, elle ne nous fait plus de dégâts. D'accord. Par exemple, s'il y a une grosse créature qui est en train de nous mettre la misère et on va mourir à cause de cette créature, on peut jouer ça comme carte prison pour dire toi tu ne fais plus de dégâts. D'accord. Et cette carte on l'a déjà vu. Enfin, Elspeth Conquer Death, une one-off, ça coûte 5. Ceux qui jouent en standard ils connaissent, c'est très puissant. C'est une saga. Quand elle arrive en jeu, on fait le premier effet. Quand on pioche une carte au tour d'après, on fait le deuxième effet. Quand on pioche la carte au tour encore suivant, on fait le troisième effet. C'est effets. Premier, on exile une carte qui coûte 3 ou plus. Donc là, bam, on exile. C'est très bien. Ultime. Deuxième effet, les sorts non créatures que vont lancer votre adversaire coûtent 2 de plus jusqu'à votre prochain tour. Un effet de taxe, d'accord, c'est assez puissant contre contrôle. Et dernier effet, on vient prendre dans son cimetière une carte de créature, si c'est le cas, on lui met un marqueur +1/+1, ou une carte de Planeswalker, si c'est le cas, on peut lui mettre un marqueur de loyauté. Donc ça c'est du card advantage, c'est très fort, je l'ai une fois parce que ça coûte cher, d'accord, mais c'est puissant, et on peut faire beaucoup de mana avec Nykthos, donc c'est jouable. Le sideboard, alors... contre Lotus Bridge, donc on a 4 sphères. Si on joue contre Lotus Bridge, vous verrez que ça peut être utile. Ça nous permet de l'empêcher de faire de la mana. Le timing est très important. Je pense que vous verrez ça dans les matchs. Quand jouer la sphère, d'accord, vous verrez, c'est important parce qu'ils ont beaucoup de choses pour la gérer. C'est pas game over, hein, d'accord. Il faut aussi les attaquer très très vite, hein, parce qu'ils vont finir par trouver de quoi gérer votre sphère. Ça fait aussi une taxation sur les sorts. Le premier sort est gratuit, le deuxième sort coûte 1 de plus, le troisième sort coûte 2 de plus, etc. etc. Aussi, contre les decks qui utilisent leur cimetière, comme Lotus Bridge, on a Rest in Peace. Rest in Peace, enchantement qui vaut 2. Attention, hein, c'est le même coup de mana que Damping Sphere. Vous pouvez vous faire détruire ces deux enchantements en même temps, ces deux permanents en même temps avec des Blast Stones. Donc faire attention, peut-être pas jouer votre Rest in Peace tant que vous avez une Damping Sphere et inversement. Voilà, il faut faire attention. Donc Rest in Peace, quand elle arrive en jeu, on a un trigger qui va sur la pile, qui exile tous les cartes du cimetière, et ensuite à chaque fois qu'une carte doit être allée au cimetière, on a un effet de remplacement qui l'exile. Ça veut dire que si vous avez des effets de mort, qui disent par exemple, lorsque cette créature meurt, faites ça, eh bien, ces effets ne vont pas avoir lieu parce que la créature ne va pas mourir, parce que mourir, ça veut dire aller au cimetière. Et là, on a un effet de remplacement qui va vous faire exiler la carte. D'accord ? Isolate, c'est à essayer, c'était dans la liste que je voulais tester aujourd'hui. Exile à permanent qui coûte 1, on va voir si on les amène ou pas, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. On a ici d'autres anti-bêtes pour les decks agressifs. Et ensuite, on a Gideon ici, un autre pour les decks combo et un Gideon à 4. Celui-là, il est très sympathique dans les decks mid-range et contre contrôle. Ça crée un autre angle d'attaque qui n'est pas juste le combo ou les créatures. Là, on a un stream de créatures de 2. Et même, des fois, on peut voler des victoires juste avec un emblème qui n'était pas prévu. D'accord ? Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. 5 matchs, une ligue, et je vous retrouve pour les matchs et pour un débrief à la fin. Voilà, cette première partie va pouvoir commencer. Et donc ici on a une main plutôt pas mal, donc on va la garder. Hein. On voit on a 3 terrains, des 2 drops, de quoi gérer une créature. Donc on est plutôt pas mal, on a commencé, on est sur le play. Donc on va commencer par jouer une plaine. Et on va passer, d'accord. Notre adversaire a gardé 6 cartes, il a fait un mulligan, d'accord. Donc on est plutôt bien là, je suis plutôt confiant. Ça commence bien. Ah, allez 5-0, on va voir le trophée. Alors, oula, Woodland Symmetry, tape, d'accord. Donc du Golgari, ok, on va voir. Donc là, on va jouer notre plaine. Et on va commencer par, je vais préférer jouer Anafenza toujours en premier. Alors, notre knight, peut-être qu'on va avoir un peu de value un peu plus tard, donc on va le garder. Et là, ça va nous permettre de jouer au tour suivant, soit un anti-bet, Baffling Hand, soit peut-être Walking Ballista, et qui va prendre un marqueur +1/+1. Avoir une Ballista à 2, tour 3, c'est plutôt pas mal. Surtout... Quoi ? J'adore le pionnier. Alors, Dreadhorde Invasion, carte qui n'était même pas jouée en
le standard. Donc ça, tous les tours, ça crée une 1-1, ou alors ça augmente la 1-1, ça devient une 2-2, une 3-3, c'est un squelette, si je ne m'abuse, armé, et qui va faire perdre aussi un point de vie à mon adversaire, d'accord. Donc il va peut-être avoir des trucs avec des marqueurs plus 1 plus 1. Bon, moi je m'avance, hein, d'accord. Donc ici je vais plutôt que de jouer la baliste à 2 marqueurs, je préfère jouer mon knight. Bon, je pense que je vais pas avoir de value avec mon knight. Pourquoi? Parce que j'ai des terrains et que je suis sur le play. Je préfère avoir une 3-3. Alors pourquoi je préfère avoir une 3-3? Parce qu'elle a first strike, d'accord. Donc une 2-2 first strike ou une 3-3. Je préfère avoir une 3-3 first strike vu qu'à la Fenza elle est une 3-3 et de perdre un point de dommage. Donc c'est parti. Il fait son armée. D'accord. Donc il a accès à 3 mana. Voilà. Je sais pas ce que je vais nommer avec mon guide en intervention. Ah! Ok, donc ça c'était une carte de Ether Revolt qui permet de doubler le nombre de marqueurs plus 1, ou en tout cas d'en mettre un de plus, si je m'amuse. Donc il joue avec les marqueurs. Donc moi je joue Nyktos, hein. Je vais pouvoir générer 4 mana avec ma dévotion. On va commencer par utiliser 2 mana pour gérer ce Winding Constrictor, pour éviter qu'il s'affole avec ses marqueurs. Ça a l'air d'être un deck marqueur. On va lui enlever tous ses payoffs, c'est-à-dire toutes ces cartes qui lui permettent d'exploser dans son plan de jeu. D'accord, c'est plutôt pas mal. On augmente notre dévotion. Tiens, il a quelque chose. Village Rights. Ok, donc il peut jouer cartes. Très bien. D'accord. Bon, ça reste fort. Maintenant, c'est le moment où on va jouer une Ballista pour 1, mais pour 2 grâce à Anafenza qui va bolster dessus, donc il va lui mettre un marqueur plus 1 supplémentaire. Et là, on attaque pour 5, là. On est bien. D'ailleurs, est-ce que je vais pinguer? Non, je vais lui proposer le trade. Je préfère... Ouais, je vais lui proposer d'échanger s'il veut sa créature contre des dommages. C'est pas le cas. Et je vais peut-être la tuer. Comme ça... Ah, il va, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, il a gagné ses 3 points de vie. Au prix d'un point de vie, là, encore une fois. Donc là, il va perdre un point de vie. Ouais. J'ai rien à faire, donc on va passer. Ah non, on va pas passer peut-être, parce que j'ai ma baliste. Ouais. Si, par exemple, il fait un fatal push sur la baliste, je vais pouvoir répondre et utiliser mes 2 marqueurs. The Ozolite, ouais c'est ça, c'est des shenanigans de... il va faire des trucs à base de marqueurs. Bon, alors je vais tuer tout de suite, parce que c'est ce que j'allais le faire, avant que le Ozolite se résolve. Pourquoi? Parce que si je le fais après, le marqueur va venir se placer sur l'artefact, et cet artefact, il redistribue les marqueurs au début d'un combat sur les créatures. Donc ça permet de stocker tous les artefacts, tous les compteurs, même si les créatures meurent. Oula, Hungering Hydra. Alors c'est une carte qui est plus 1. Elle peut pas être bloquée par des créatures qui ont moins qu'elle. Et quand on lui fait des dégâts, elle a autant de marqueurs plus 1 sur elle. Ok. Très bien. Ok, on peut passer. Pas de raison de la tuer. Haha, ok. Alors là, je peux générer 1, 2, 3, 4, 5 mana avec Nyktos. En utiliser 4 pour faire l'arcaniste. Et ensuite, il m'en reste 2 que je peux utiliser pour faire un Knight. Très bien. Et tout en bolstant sur ma Walking Ballista. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'arcaniste. Ça va mettre un marqueur plus 1 sur la baliste. La baliste, je vais lui enlever un marqueur plus 1 pour tuer libre. Je vais ensuite jouer le Knight qui va remettre un marqueur plus 1 sur la baliste. J'aurai une baliste de 2 et je pourrai attaquer pour 7 de mana, 7 de dégâts. On va voir ce que me trouve l'arcaniste. Un autre Binary Intervention qui ne va pas faire grand chose dans ce match parce que je sais absolument pas les cartes que peut jouer mon adversaire. C'est génial de le punir. Très bien. Toi tu meurs. Piou. On va mettre un marqueur plus 1 sur l'Ozolite. Très bien, très bien. Ça me va, ça me va. Il me reste un mana. Je vais utiliser le mana de Nyktos. On va remettre sur la baliste. Très bien. Et on attaque pour 7. Le voilà, 7.
Donc là, j'ai l'étal sur le board, ça veut dire que s'il fait rien, il est mort. Avec ses manas, est-ce qu'il pourrait avoir un anti-bet? Alors, vu la construction de son deck, ça m'étonnerait qu'il ait dans son deck de départ quelque chose comme Languish. Donc je pense qu'on a gagné. On passe à 6. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Plus ma baliste. Réfléchissons, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Il y a 5 cartes quand même. Il faut quelque chose d'énorme là pour revenir sur cette game, parce qu'il est à 6. Je peux générer un nombre incalculable de mana, qui peut gérer une bête avec Gideon Intervention. Je peux générer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana, juste avec Nykthos. Alors, sideboard, qu'est-ce que je verrais pour ça? Est-ce que Isolate peut être bien? Il y avait l'Ozolite. Qu'est-ce que ça? Si je vois plus, si on a une troisième partie, une troisième manche, je l'amènerai, d'accord? On va prendre les anti-bêtes, Baffling End et Stasis Snare. Je vais prendre un Gideon peut-être, deuxième, ouais ça peut être pas mal. Le beatdown, ça peut bloquer. Bon ça, Elspeth Concordia c'est trop lent, on va l'enlever je pense. Ouais. Gideon Intervention, je connais pas son deck, donc ça sert à rien. C'est trop lent en plus. Voilà, donc là je suis à 61, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Je suis sur le play, on va garder les knights. Je suis sur la draw, on va garder les knights. On va enlever une owl, c'est un peu cher. Ouais, un Gideon. Petit Gideon. Gideon à 3, il fait pas grand chose. Ok, on est bien là. On est bien, voyons. Ouais, ça me va. Ça me plaît. Et on pense à regarder s'il a des créatures à 1 hyper importantes. Pour voir si cette Isolate peut servir à quelque chose. 3 mana, un peu lent, mais j'ai un tour 2, tour 2, tour 3. Allez. Ouais, on va pas me dire ça. Regardez. Allez, ça lui. On va vendre tout. Tapped. Ok. Très bien. Pas de saisie dépensée, ça utilise. C'est très bien. Ah, ça c'est un bon gros ça. Déjà j'ai la combo en main, d'accord? Son deck a pas l'air capable de trop être disruptif et ou violent. Donc c'est la combo là peut nous faire gagner. Là. Ça c'est la puissance de ce deck. Hein. Quand on est face à des decks un peu Ozolite, ça fait rien, ça va très bien. Qui prennent un peu de temps à avoir un setup. Et le payoff de leur truc est pas énorme quoi. Alors là vous voyez, je retiens mon knight. Pour pouvoir avoir un peu de value avec, d'accord, tour 3. Et je préfère avoir un Inferda qui est un meilleur tour 2 finalement. Tour 3 est assez scripté, je vais faire Knight plus. Ok. Ah, il n'a pas de... Ok. Il n'a pas de troisième terrain. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je préfère faire un Knight tout nu, sans value, plutôt que d'exposer ma baliste à 1. C'est peut-être plus intéressant, ou peut-être un Eliod. Eliod tout simplement. Voilà. Il n'y a rien sur son board. Voilà, je prépare mon combo. Personne ne me stresse. Ouais, il n'a pas un super... pas une super main. Je suis pas convaincu par son deck. C'est peut-être des synergies assez puissantes, mais il y a beaucoup de pièces. Voilà, là il fait que du setup, là il fait que mettre en place, mais il n'a rien. En elle-même, cette 2-3 elle est pas dangereuse quoi. Hein, bon, c'est pas le meilleur gros, c'est un deuxième Nykthos qui est légendaire. On va développer nos Planeswalkers. Hein. Il fait pas peur pour l'instant l'adversaire. Donc là, on va se faire une 2-2 Knight pour bloquer au cas où. Voilà, tranquille. Là, on a déjà 3 de dévotion. Ça veut dire qu'au tour d'après, on peut, avec Nykthos, faire le truc de Nykthos, c'est-à-dire générer de la mana avec Nykthos, jouer l'autre Nykthos, garder le légendaire qui est détapé et régénérer encore plus de mana. On devrait pouvoir générer. Alors, 1, 2, 3. Alors, si entre temps on joue le Knight, 1, 2, jusqu'à 5 mana, est-ce qu'on va pouvoir jouer la baliste? On va voir. Bon. Il fait son hydre là, qui arrive avec 2 marqueurs plus 1 plus 1.
malgré qu'il ait payé que 1, car il a le constructeur. Donc là, il attaque, bien sûr qu'on ne va pas bloquer. Il attaque Gideon, qui va passer à 2 marqueurs de loyauté. On reste à 20 points de vie, on est bien, on est bien. Donc qu'est-ce qu'on va piocher? Là, on est très proche du combo. Hein. Il n'y est pas encore, là. Ah, une autre baliste. Il faut faire un calcul, là. Alors, si je tape, tel quel, Nykdos, je génère 3 mana. Avec ces 3 mana, je peux jouer Knight. Il me reste une mana. Je peux ensuite jouer Nykdos et garder le Nykdos détapé. J'ai encore une mana. Je peux jouer cette mana pour engager Nykdos et générer du mana blanc. À ce moment-là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 mana blancs générés par Nykdos. 5 mana, c'est pas suffisant pour générer une baliste 2-2 et donner le lien de vie pour gagner sur l'instant. Par contre, je peux faire une Owl et gagner au tour d'après. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors c'est gratuit, je vais générer mon Knight, pas de value, c'est pas grave. Et je pense que je vais attaquer ce tour-ci. Avec Gideon, on va mettre la pression. Donc on va jouer ça, on va le garder. On va utiliser le mana qui flotte et ce mana pour régénérer 5 mana. C'est parti. Et on va plutôt... Ouais, je change d'avis là. On va plutôt faire une baliste à 2. C'est pas grave, on va perdre. Parce que j'ai une baliste de rechange, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'au tour d'après, je peux faire mon combo avec ma baliste de rechange. J'en suis un peu là. Attendez. Voilà. Ah oui, il faut mettre que... Il faut pas overpayer, il faut mettre que 4 exactement. Voilà. Ok. Ma baliste à 2. Et là, qu'est-ce que je fais? J'attaque ou j'attaque pas avec Gideon? Est-ce que je prends une 2-2 en me protégeant? Ça résume. Allez, on attaque. On attaque. Donc, je pense là qu'il est mort. Hein, et ben voilà, on se retrouve en game 2. Alors, 1-0. On est parti. On a une belle main. On va garder. 2 mana. 2 drop à 2. 1 Iliode. De quoi faire si on flotte un peu. On est bien. Allez, c'est parti. On a gagné le toss. Alors, il a gardé CCK. Overground Torn. Ok, Sultai peut-être. Ok. Alors ça, c'est une 2-1 qui est aussi un enchantement. Donc peut-être un thème constellation, un thème enchantement de mon adversaire. Bon, moi je vais jouer mon 2-drop. Après, c'est assez scripté, je vais jouer Iliode. Comme ça, quand je vais jouer ma baliste, elle va avoir un marqueur plus en plus un grâce à Lactos. Ok, Game Trail qui montre une montagne. Je déteste ces terrains. La probabilité qu'ils arrivent dégagés est très faible. Il doit avoir une base de mana horrible. Qu'est-ce qu'il joue? Quoi? Ok, c'est peut-être pas un truc constellation. Hein. Minotaur. Oh, un deck Minotaur. Ok. Ah, mince. Alors là, j'ai fait une erreur. Je suis allé trop vite. J'aurais dû jouer Iliad en premier. C'est une erreur. Ok. Bon, je vais attaquer, hein. Un deck Minotaur. Alors, j'ai pas attaqué là parce que, à mon avis, il peut traiter. Alors là, je vais tuer la Midic avant pour qu'il puisse pas prendre le marqueur plus long. Je crois que c'était l'erreur. Ah! Quoi? Il va falloir... Qu'est-ce qu'il joue mon adversaire? Ok. Il va falloir tuer le maraudeur Raptor. Donc on va le faire. Hein.
avec le Stasis Snare en flash. Ouais. C'est une erreur ce que j'ai fait là. Ouais. Il faut que je le fasse avant sur son draw là. Parce que j'avais oublié que ça permet de lancer des sorts de créatures qui coûtent 1 de moins. Un discount. Je joue super mal. C'est un deck tribal, il doit avoir 0 anti-bet. J'aurais dû tour 3 faire Eliod, tour 4, je gagnais tour 5 là, je gagnais ce tour. Enfin, un tour d'après. Et là je fizzle, je trouve rien avec mon owl. Là ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Hein? Collected Company. Oh, je suis max punished. Max punished. Oh là 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 là. Faites pas ça à la maison, hein, d'accord? Quand vous avez la possibilité face à un deck aggro, vous jouez Eliod en premier, surtout si vous avez la baliste en main, et de quoi lui mettre instantanément un marqueur +1/+1. J'aurais gagné tour 4, j'aurais gagné tour 4. J'avais la victoire en main. C'est parce que j'avais mon play, et après j'ai pioché l'inspecteur, et dessus je me suis dit, ah, soyons efficaces en mana, jouons un drop 1 et un drop 2. Quelle erreur. Alors ça donne le... Donc ils ont tous First Strike, Trample. Comment je bloque? Et ça me fait défausser une carte. Ça me fait défausser une carte. Je peux pas bloquer. Ah, si, je peux prendre un free block. Je peux tuer lui. Tout ce que je peux faire. Là, je suis mort. Je suis mollu. Qu'est-ce qu'il a encore? Quoi? Ok. Qu'est-ce qu'il va me mettre en place là? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Ça va plus de pire. Là, je suis mort. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire, vous avez... C'est un exemple aussi. C'est important de bien voir les plays qu'il ne faut pas faire. Quand ça fait mal, c'est là où on apprend. D'accord? C'est toujours comme ça. Hein. Là, on apprend dans les erreurs. On apprend beaucoup mieux dans les erreurs que dans les réussites. Hein. Donc là, vous me voyez faire du caca. On peut apprendre. On peut apprendre. Ouais, je suis mort. Voilà, c'était ma seule chance, c'était de choper un anti-bet là. Là, je suis mort. J'aurais pu survivre un tour, hein. Mais survivre diminuait grandement mes chances de gagner. En fait. Il fallait que je tue le Lord maintenant. Celui qui donne First Strike. Pour que je puisse bloquer de manière un peu plus efficace. Mais voilà, ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il touche une carte. Enfin, il regarde des cartes pour choper une carte de créature. Et il trouve un chaman. Ok, je suis mort. Je suis mort. Ça va booster tous les autres. Ouais. Allez, attaque. Tue-moi. Et... Pourquoi es-tu aussi méchant? Psycho Games, pourquoi? Ouais. Ouais. Je vais bloquer hein, pour le plaisir.
pour le sport. Voilà. Si vous n'avez pas Tramp Up, je survivrai là. Mais me voilà mort. Ouais, alors de l'anti-bet, de l'anti-bet, de l'anti-bet. Non, ça peut être bien, Elspeth Concordes, c'est un peu lent. Les guides d'intervention ne servent à rien. Ah, je vais en garder une quand même, au cas où je l'ai en main pour une petite coco. Est-ce que je fais autre chose? Non, le combo c'est ma meilleure chance de gagner, je pense. Là par exemple, je l'avais si j'avais pas fait du caca quoi. Ouais, peut-être. Peut-être que le guide en A4 est plus intéressant que le guide en A3. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ça c'est un mulligan. Hein. Ça c'est un mulligan aussi. Sachant que j'étais sur le play. Hein. On va regarder ça. On va renvoyer Elspeth Concordes et une baliste. Allez. Très bien. C'est parti. À vous mon adversaire favori. Alors, Uborg, ça nous permet à nous. Ah mince, ok. Mulligan à 5 et ça 6 dans la tête. Ça fait toujours plaisir. Commencer avec 4 cartes, ça fait toujours plaisir. Donc, moi aussi, je peux faire du mana noir maintenant. C'est la fête. Allez, on va faire une balista 1, histoire de faire quelque chose. Une montagne, très bien. Sa mana, sa base de mana, elle est horrible. Ça, c'est pas mal pour nous, ça. Parce que là, il va devoir défausser une carte, et moi, je vais pouvoir la gérer en 1 pour 1. Ça va nous faire du 2 pour 1, là. On a besoin de ça pour revenir dans la game. Hein. On a besoin de ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va toucher, on va faire un baffling end, et on va attaquer. On a besoin de ça. Il allait chercher loin quand même pour ses minotaures. Hein. Parce que c'est pas une bonne carte. Hein. Ça, Metavolt, c'est une bonne carte. Le Rage Manga. Ok, ça, il faut absolument qu'on lui. La plaine qui va bien. Allez, Stacy Snare. Pim pam poum. Et on attaque. Ensuite, deuxième Metavolt. Aïe aïe aïe. Et un deuxième Rage Manga. On peut plus attaquer là. Ah, par contre, on peut faire une baliste à 2. Ça, c'est bien. Si on peut faire juste des balistes et après les pumper, c'est-à-dire les augmenter, ça peut être pas mal ça. Là, j'ai un Heliod au-dessus de ma bibliothèque, je suis bien là, je suis frais. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est quoi ta carte qui te reste? Aïe aïe aïe. Mon dieu. Il joue une carte qui coûte 5 dans son deck Collective Company. Aïe aïe aïe, je vais perdre. Je vais perdre.
Voilà, je vais bloquer. Il faut que je survive, hein, donc avec une baliste au moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer un des deux gars là, un des deux gars qui aura 4 en force. Et je vais pinguer le Mutavolt. Comme ça, je vais prendre 4 points de dégâts et je vais au moins tuer un attaquant. Et taxer sa mana un petit peu. Je vais peut-être pas le play pour gagner. Mais... J'ai le play pour survivre. Je devrais peut-être pas jouer pour survivre, mais pour gagner. Je sais pas. En attendant là, deuxième baliste, bah je fais comme tout à l'heure. Hein. Et on est reparti. On va voir ce qu'il va faire, on va voir ce qu'il va piocher. Donc là, le gars, il a collectif compagnie dans son deck, mais il a pas de forêt. Hein. Pour montrer à quel point sa base de mana, elle est horrible. Et je vois pas ce que ça lui apporte les forêts, quoi. C'est fort, hein, collectif compagnie, mais là, tu vois, vous voyez, s'il l'avait dans ses mains, là, il serait coincé. Bon, il a de la chance, là. Il l'a pas. Il pioche. Une Mutavolt. Truc horrible. Ce qui va animer la bonne. Ah oui, merde. Est-ce que je fais le même play? Si je le fais pas, je passe à 6. Je suis obligé. Parce que même si j'ai Eliod ici, là, je suis mort. Hein. Même si j'ai Eliod j'ai ma bibliothèque. À 6. Je me tue avec ce limiteur. Je suis obligé de faire ça. Bon, le play là, c'est de mettre un marqueur +1/+1. De mettre un marqueur +1/+1 dessus. Non, je suis pas mort encore. Je suis pas mort. Très bien. Vous allez voir. Je vais pouvoir tuer son autre Mutavolt en mettant un marqueur +1/+1 avec en utilisant la capacité de la balista et en enlevant 2 pour le tuer. Et je me retrouve avec une balista à 1. Il m'attaque pour 8, je me retrouve à 4. Ah! Et pourtant il ne fait que piocher les terrains, mais je suis quand même mort à cause de ce truc là. C'est fou. C'est un truc de fou. Ah, c'est une erreur. Là, je crois. Oh. Ah, je sais pas quoi faire. Je pense que c'est une erreur ce que je fais. J'aurais probablement dû tuer le Kragma ici là pour empêcher de faire le plus de à toutes les bêtes, quitte à perdre ma baliste. Parce que là je passe à 4. Jump block là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pump ma baliste ou est-ce que je pioche pour chercher un anti-bet? Parce que là si je trouve un anti-bet à 2, je peux enlever lui et après je peux jump bloquer. Je crois que ma seule chance c'est de piocher et de trouver un baffling hand. Non, ça c'est pas un baffling hand. On est mort. Enfin, on n'est pas encore mort, on va pouvoir bloquer et pinguer à 1 sur son visage avec la baliste. C'est comme si on était mort, parce qu'en fait on n'a rien pour dans notre deck pour... Si, on a... Alors si, il faut qu'il ait rien. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait rien 2 fois. Ça a l'air d'être l'opposé de... Ah si, ça c'est rien. Ok, donc là on va jump. Et si j'ai Elspeth Conquer Death au-dessus de ma bibliothèque, je peux tuer le gars qui donne la célérité à toutes les créatures, tous les Minotaurs. Et il se retrouve avec un Minotaur qui a 2 en attaque. Donc il me met à 2. Et après, imaginons que je pioche partie numéro 3. Alors, on est à 1 partout. 1-1. Une main qu'on va garder, hein, je pense. Là, on a des terrains. Notre meilleur tour 1. Donc, c'est parti. Allez. Donc là, c'est assez scripté. On va voir ce que joue notre adversaire.
qui a gardé cette carte. Ah, le miroir, a priori. Ok, donc lui aussi il a le meilleur tour 1. Donc on va voir. On est un peu avantagé là parce qu'on est sur le play. Donc là, on pioche Anafenza. Anafenza, comme on n'a pas Heliod, c'est un meilleur tour 2. C'est mieux que Daxos, c'est mieux que utiliser le clou, d'accord. Donc là, on joue le castle parce que. Alors, c'est probablement une erreur là, j'aurais peut-être pas dû. On a dans notre deck des granges et on veut pouvoir avoir un maximum de plaines et on ne pourra pas utiliser le château avant d'avoir au moins 5 mana. Donc c'est une erreur. Ouais, faut que je me concentre un peu. Allez. Ok. Donc pourquoi Anafenza est un meilleur drop à 2? Parce que tour d'après, on est sûr d'avoir un compteur avec le bolster, alors que Daxos ici, on est sûr d'avoir un point de vie. Est-ce qu'un point de vie, ça va être important? Alors, Speaker, ok, donc c'est pas le miroir, ça va être un deck lien de vie. Ok. On risque d'y avoir du Lurus dans son deck, hein. Je pense. Mono White, lien de vie, ok. Donc alors le bolster, ici, on va le mettre sur l'inspecteur pour gagner les combats. D'accord, on va jouer un autre inspecteur pour être efficace en mana. D'accord. Le but du jeu, quand on a plusieurs possibilités de jeu, toujours essayer d'être le plus efficace en mana. D'accord, c'est-à-dire essayer d'utiliser tout son mana chaque tour. C'est généralement, comme heuristique de jeu, c'est généralement très intéressant. D'accord, c'est pas forcément le meilleur play tout le temps, mais comme heuristique, c'est plutôt pas mal. Une heuristique, je vous rappelle, c'est une sorte de loi qu'on se crée et qu'on suit spontanément, d'accord, sans avoir à trop réfléchir. Ça permet de, alors des fois il faut pas suivre d'heuristique, mais ça permet d'accélérer un peu sa façon de jouer. Donc là, il a chumpé. Il doit avoir le russe. Sinon, ça n'a aucun sens. Ouais. Et voilà. Called it. Alors, on est un peu froid hein, sur le russe. Là, on n'a rien pour le gérer. Il va pouvoir. Alors là, il va pas pouvoir faire de value à son tour. Parce qu'il vient de jouer ses 3 mana. Mais ça veut dire que. Bon, il va falloir trouver un moyen de sortir le russe de la table. Hein. Alors, Gideon. Bon, là, on n'a pas grand chose à faire. À part jouer Gideon. Probablement faire le plus 1 sur le russe. Voilà. Mais non. Alors là, faites pas ça à la maison, hein, les jeunes. Hein. Attendez, regardez bien sur quoi vous cliquez, hein, d'accord. Donc là, ce que je voulais faire, moi, c'était le plus 1 sur le russe pour pouvoir attaquer sans qu'il puisse gagner des points de vie. Donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Le 0 ici n'apporte rien parce que Gideon peut pas attaquer. Donc là, on va attaquer avec tous ceux... Alors, ouais. Donc là, je veux un bon bloqueur, donc je vais garder Daxos. Par contre, je m'en fiche d'échanger Anafenza ou Traben Inspector pour un Lurus. Ça voudrait dire qu'il fait plus sa value, donc ça, je m'en fiche. Donc là, il va chumper. Il va gagner un point de vie et perdre 2 points de vie, donc il va perdre 1 point de vie, il va passer à 17. Voilà. Mais à mon avis, ce qu'il veut, c'est rejouer le speaker depuis son cimetière, grâce à la capacité de Lurus, qui, je vous rappelle, on peut jouer chaque tour une carte de son cimetière, un permanent de son cimetière, du coup de convertir de mana 2 ou moins. Donc là, il va rejouer, très bien. Donc là, il peut pas m'attaquer de manière profitable, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouh, ça, c'est bon signe, ça. Il doit pas avoir une super main. Si de ces 3 mana, il n'en a utilisé que 2 que pour piocher une carte, c'est très très bon signe. Ah, Walking Ballista. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Walking Ballista là? On peut la jouer pour 1. Anafenza va faire sa capacité. On va gagner un point de vie avec Daxos. Elle va passer avec 2 marqueurs. Très bon, très bon, très bon, très bon. Vous voyez là, Anafenza, elle est trop trop forte. D'accord. Quand il n'y a pas de, quand l'adversaire n'a pas de, donc là, moi je
pense que la meilleure solution, c'est de finir le plus vite possible la game. Donc, attaquer en masse. Alors ici, je vais pas tuer l'Urus de suite, je vais lui proposer de l'échanger contre une de mes cartes, d'accord? De manière à être plus efficace pour garder ma baliste. Donc là, il prend pas le trade, donc très bien. Donc là, on va faire les dégâts, et après, je vais tuer l'Urus. C'était mon plan, quoi qu'il arrive, mais je voulais lui donner la possibilité de faire une erreur, qui pour moi était de bloquer avec l'Urus. Voilà. C'était un problème à long terme, d'accord? Donc là, je peux pas utiliser mes clous, là. Mais c'est pas mal du tout, hein. Ça veut dire que j'ai des choses à faire avec plus intéressantes, d'accord? Donc c'est pas très grave du tout. Ah, oui, un autre virus, ok. C'est problématique. Il faut qu'on pioche une interaction. Là. Ah, ok. Ils doivent rien avoir dans la main. Je comprends pas. Ils doivent avoir que des terrains. Ok. Voyons ce qu'on va piocher. Allez, un petit terrain peut-être? Baliste, très bien. On refait le même play. D'accord? On est parti, on met 2 marqueurs sur la baliste et on attaque pour lui proposer le trade. Je pense que Gideon va aussi attaquer. Il est à 10 là, il faut mettre la pression. Il faut le tuer avant il amène trop de value avec l'Urus là. Sachant qu'on est un peu étouffé en niveau mana là. On reste à 3 depuis pas mal de tours. Là, cette fois-ci, il prend le trade. Il a bien vu que Anafenza c'était un problème. Moi, je pense qu'il aurait dû la tuer au tour d'avant. Ok, très bien. Donc là, on l'amène à 9. Une créature qui meurt, donc je gagne un point de vie. Très bien. Parfait, parfait. Donc il a 9. Sur le board, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Donc là, il faut qu'il fasse quelque chose. On est bien, hein, je dois vous avouer, là, on est bien. Qu'est-ce qui pourrait me faire retourner la game? S'il a des Vras, ça m'étonnerait qu'il ait des Vras vu qu'il a une deck de créatures. Donc une Vras, hein, c'est un sort qui permettrait de tuer toutes les créatures sur le board. Alors ici, Archangel of Tune, donc c'est une vieille mythique, une 3-4 vol, lien de vie, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur plus 1 sur toutes vos créatures. Donc très fort dans son deck. Malheureusement, Gideon a une capacité. Alors là, c'est génial. Vous allez voir Knight of the Orchid. Hop, on va pouvoir chercher une plaine. Alors ici, je vais chercher probablement une grange pour mettre un marqueur plus 1 sur la baliste. Voilà. Hop. Oh non. Faites pas ça chez vous, hein, ok? Le château n'est pas une plaine. D'accord? Bon, heureusement, on n'est pas puni par cette bêtise, d'accord? De toute façon, on aurait juste pu, si j'avais pris une plaine, manger un indice pour piocher une carte. Heureusement, le plus 1 de Gideon est là, donc ça prévient tous les dommages faits par l'archange, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas gagner de points de vie. Donc là, je vais offrir en sacrifice, non, même pas en sacrifice, lui qui peut pas faire de dégâts. Donc là, j'attaque. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. D'accord. On le met à 3. Le tour d'après, son archange ne peut pas gagner de points de vie. Donc on est extrêmement bien. Là, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Il n'y a aucune carte en mono blanc qui correspond à son plan de jeu qui pourrait nous faire perdre. On a gagné, je pense. Eliod ne fait rien. Gideon
ne fait rien parce que Eliod n'est pas a le mal d'invocation. Donc c'est fini. Ça vous avez perdu. Bravo monsieur. C'est perdu parce qu'il me suffit de mettre un marqueur sur la baliste. C'est même pas besoin d'attaquer en fait. Je mets un marqueur sur la baliste avec mes 4 mana. Et je piou 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 pour 3. Voilà. Très bien. Alors, on veut du l'anti-bet, anti-bet, anti-bet. Donc on va prendre tous nos anti-bet. Baffling Hand. Est-ce qu'on veut Isolate? Alors il nous a montré des one drop, des drop à 1. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Ah, je sais pas. On va les utiliser, hein. On va essayer. Donc on va enlever un peu ce qui coûte cher. Gideon intervention, je vois pas trop l'intérêt ici. Même s'il doit avoir le combo, hein, mais... On va essayer les isolettes. Très bien, très bien. Super main. Donc là, on va essayer de... Alors le premier Knight, on risque de le jouer à poil, hein, d'accord? Il va faire aucun effet. Mais le deuxième, c'est-à-dire qu'on va le jouer tour 2. Healer's Oak. Ok, ça c'est un problème parce qu'on... On n'a rien pour bloquer les créatures volantes. Troisième Knight. Ouais, donc là, c'est sûr que le premier Knight, on va le jouer tout nu. D'accord? À 2 mana. Et au tour 3, on va jouer un Knight et on va aller chercher une plaine. Et ensuite, on va jouer notre grange pour mettre un marqueur plus 1 plus 1. Donc ça, c'est le plan de game. Bon, ça, c'est pas une bonne carte quand même. Bishop of Wings. 1-4. Et quand on gagne 4 points de vie, on peut créer un esprit. Okay. Non. J'ai mal lu la carte. Bon, mais c'est pas grave. Ok. Donc quand il y a des anges qui arrivent, on gagne 4 points de vie. Ok. Donc là, on va le jouer tout nu. Ah, mais oui, on a pioché Daxos. Donc on va plutôt jouer Daxos. Hein. Voilà. Les deux, de toute façon, bloquent le Bishop of Wings. Je vous avoue qu'on n'est pas hyper frais. Bon, on a un Stasis Snare, mais qu'on ne pourra pas utiliser au tour d'après. Ça dépend de ce qu'il nous joue là. Moi, je suis pas fan de notre position. Il joue Daxos aussi. Mais ça va être la seule chose qu'il va jouer ce tour-ci. Donc il va pas pouvoir activer son Bishop pour faire des bons pour l'instant. Quoi? C'est très mauvais pour nous parce qu'en fait nos Knights sont nuls dans ce match-up. Il vient de sacrifier 2 terrains. Donc jamais on va pouvoir activer la capacité des Knights of the Wild. Ok. Oh. Ok, bon, on va jouer un Knight tout nu. Très bien. On va gagner notre point de vie. Très bien. On va jouer une grange tout nu. Au moins notre prochaine grange. Oula, qu'est-ce que je fais? Stop auto-yield. On veut jouer notre terrain. Voilà. Au moins notre prochaine grange sera active. Donc on aura 4 mana au tour 4. C'est pas mal. Pourquoi il joue Lotus Field? Je comprends pas. Je comprends pas. Il a aucun moyen de détaper son... C'est incompréhensible. Ça le rend peu pas. Si je l'avais joué un terrain normal, il aurait aussi 3 mana. Pourquoi il joue Lotus Field? Est-ce qu'il y a un plan, un moyen de détaper un terrain? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on est dans la caca là. On va mourir à cause de ces créatures volantes là. En fait, on peut rien faire. On a juste notre Arcanist Owl, mais qui est...
aucun moyen de survivre. Là. On y va. On dirait pas parce qu'on est à 19 points de vie, mais en fait on est quasiment mort. Un autre Daxos de rechange. Ok. Pourquoi il joue Lotus Field? Essayons de comprendre, essayons de comprendre. D'ailleurs, une raison qui m'échappe. Ok, Nykthos, ça paraît logique. Voilà, on est mort en fait. Parce que là, il peut générer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana dans son pool. Là, il va avoir 8 mana dans son pool. Donc, il peut activer l'ange, qui va devenir une 5-5 rien de vie. Je peux pas parer. Il va attaquer. Il va gagner suffisamment de points de vie pour créer un ange qui va lui faire gagner des points de vie. On est mort. Oui, il avait encore du mana, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc là, il va gagner 5, plus 8, on est mort. C'est bon. Est-ce que je joue Dumping Sphere? Mais j'enlève des Knights, hein, ça sert à rien, là je vais être sur le play. En plus, il a des... Qu'est-ce que je fais? Je joue une Sphere? Juste une. Deux? Ah, ça serait marrant quand même de le punir comme ça. Allez, deux. C'est peut-être pas génial hein, ce que je fais, mais j'ai envie de le punir. Parce que je comprends pas pourquoi il joue Lotus Field. Il a peur de se faire détruire ses terrains, mais par quoi? Il y a quoi dans le format qui détruit des basiques? Allez, on va jouer en premier. Une main excellente. Anti-bet, une de notre meilleure tour 2. Voilà. Donc là, pour être sûr que tour 3, je peux jouer Eliod, je mets la grange de suite. Hein. Pas de value, mais c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de perdre sa value. C'est pas grave, il vaut mieux avoir une bonne curve qu'autre chose. Donc là, c'est aussi son meilleur tour 1, je pense, contre moi. Voilà, alors on va être mana efficace. Et on va jouer Anafenza en premier. Comme ça, on aura un trigger de bolster pour le Straven Inspector. Là, on a un très bon tour 3, c'est-à-dire Inspector plus Baffling End. Ça dépend ce qu'on va jouer. On peut aussi faire Eliod. Hein. Si on fait Eliod, ça veut dire que Eliod pourra attaquer. Non, il pourra pas attaquer. Si, pour attaquer au tour 4. Donc ça peut se faire. On va réfléchir. Donc c'est soit Eliod, soit Inspector plus Baffling End. Et en fait, je pense qu'Anafenda est suffisamment dangereuse pour faire ça. Mais ça se valait, hein, d'accord hein. Sachant que j'ai un autre anti-bet là, j'ai Elspeth Cardes pour ces grosses créatures, donc j'ai pas trop peur. Hein. Je pense qu'on est très bien. Donc là on attaque, hein. On peut pas défendre de toute façon. Très bien. Ah, les mismatchs basiques là. Ça me fait mal. Ange de la vitalité. 2-2. Si vous avez gagné des points de vie. Ok. Pas très important. Vous savez pourquoi? Parce que on va là. Bolster sur Anafenza. On va lui donner le lien de vie. Et on attaque avec les deux.
pense que c'est le play. Plutôt que de piocher une carte avec l'indice généré par l'inspecteur. Je pense que vous avez vu le deck de l'adversaire. Il a un moteur dans son deck qui est assez lent, mais une fois qu'il est parti, pour notre deck, il est imbattable. Hein. Vous avez vu, là, il génère des anges. Bon, donc il faut finir la partie le plus vite possible. Hein. Il avait une Natra Lafenza et un speaker. Donc, mais là, il va pas gagner assez de points de vie. Hein. Je pense qu'il est cuit. Prochain tour, ça dépend ce qu'on pioche. Mais a priori, si on pioche rien d'important, on va faire une Elspeth Concordance sur l'ange. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. 5. Alors on peut utiliser... Ah bah non, on va gagner sinon. On peut aussi gagner. C'est possible. C'est possible. On utilise 4. Non, on utilise 4. On utilise 4. Voilà. On a une 2-2. Ah bah je crois que c'est fini, qu'on cède. Bon, mais on se retrouve pour le prochain match. Ça nous fait 2-1. Bon, ça c'est un mulligan, hein. On voit bien. On n'a qu'une seule terrain. Ok. Je pense qu'on va garder. Hein. On va mettre une grange. Voilà, ça va être dur. Hein. Allez, on va essayer. Alors, on a un tour 2. Donc notre adversaire commence avec... Oula. Je sais pas quel deck joue ce terrain. Je n'ai jamais vu ça. Bon, on est parti pour avoir des surprises, hein. Allez. Alors. Ok, donc c'est Rakdos, c'est-à-dire rouge et noir. Waste Note. Dis donc. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte. Ok, donc ça va être un deck discard. En gros, ça va être un deck qui va me faire défausser des cartes. Alors, bon, moi j'ai mon night. Hein. Qui va me faire défausser des cartes. Et si je défausse des créatures, il peut générer des zombies. Si je défausse des non-créatures, il peut générer du mana, c'est ça. Et non, des cartes, et il pioche une carte. Et si je défausse un terrain, il génère du mana. D'accord. Donc il va me faire défausser. Field of Ruins, ok. Bon, ça tombe bien, j'ai que des basiques pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire là avec ça? Il a 5 cartes. Pas de défausse? Un autre West Note, oh là là. Donc il a ses payoffs là. Donc il faut maintenant ses enable, c'est-à-dire ces cartes qui lui permettent. Bon, moi j'y vais, hein. Je des iodes, j'en ai un pour défausser ici, en rab, et j'attaque. De toute façon là, vous avez bien compris que je dois être agressif. Je vais pas gagner une longue partie s'il me fait tout défausser. Donc je mets mes combos, mon combo en place. À mon avis, en étant Rakdos, il doit avoir très peu de cartes pour gérer Iod. En tout cas, main deck. Alors, fait le passage, il va aller chercher un terrain de base qui va arriver de taper parce qu'il a 4 terrains. Très bien. Il va chercher un marais et il va me faire défausser, j'imagine. Qu'est-ce qu'il peut jouer Colligans Command, South Seas, hein, rien du tout. Bon, il doit avoir une main très réactive. Voilà, moi je vais commencer par mettre un marqueur +1/+1 sur mon knight. Qu'est-ce qu'il pourrait... Ah, Croxa! Voilà ce qu'il peut jouer. Ah oui, Croxa ça peut être très fort dans son deck. Je vais probablement jouer une intervention. Bon, d'abord je vais attaquer. Fort possible que le knight ne survive pas à cette attaque. S'il n'a rien fait au tour 4, avec 4 mana, 4 cartes, il doit avoir des anti-bêtes. Voilà, eliminate, ok. Moi je crois que c'est le moment de
faire un Gideon intervention et je vais nommer Croxa à l'aveugle. À mon avis, de toute façon, Gideon intervention, il peut pas la gérer. Donc s'il joue Croxa, là, je suis bien. Voilà. Croxa. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Si ça se trouve, il a deux Croxa dans la main. Si ça se trouve, il n'en a aucune. Si ça se trouve, il n'y a même pas Croxa dans son deck. Ça, c'est l'avantage de jouer un deck un peu rogue, comme ça, un peu qui est pas dans le méta, c'est que je sais pas exactement ce qu'il fait. Il fait rien. Il fait rien. 3 cartes en main, il fait rien. C'est fou. Est-ce que je joue une Elspeth Nekid comme non, je pense que c'est pas le play. C'est pas le play. À mon avis, il faut le garder. Il n'y a pas de pression de sa part. Je suis pas pressé. Je peux défausser le Heliod. Je peux défausser un terrain. Donc, je suis pas obligé de le jouer tout de suite. Il fait rien, il me fait pas défausser. Il doit pas avoir de carte. Il doit être ultra, soit plein de terrain, soit complètement. Azorette. Ah, trop bien. Je suis fan de cette carte. Mais là, il peut pas attaquer. Et là, du coup, je suis ultra récompensé d'avoir gardé mon Elspeth comme carte S. Mais ultra récompensé. Une baliste. Ok. Très bien. Donc déjà, on commence. On va exiler Elspeth. On éveille Heliod. Et... oh, j'ai fait une erreur. Bon, là, j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû jouer mon terrain. Parce que ma baliste, je peux pas la jouer là. Et s'il a deux sorts de discard, ma baliste disparaît. Hein. Et pourtant, j'avais la victoire là en main. En tout cas, enfin, s'il n'a pas d'anti-bet, il doit bien avoir quelque chose. Je regrette un peu mes choix de vie. Il y en a un discard déjà. Ça, c'est un moyen peut-être de tuer Diode. Faire -X. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il le joue! Le Merdos Rider. Ah, mais j'ai gagné. J'ai gagné. Donc là, je défausse Heliod. Et il est full tap, il a plus de cartes en main. Combo. Combo! Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Fais tes petits. Fais tes petits. Les petits ennuis! Ça, c'est mon côté un peu. Pervers qui ressort là. J'adore combo. Faire le combo. Voilà. Le chapitre 2, tu le sais pas, mais c'est déjà mort. Alors on fait 4 mana, vous allez voir ça. On fait 4 mana. Très bien. On donne le lien de vie. Bon, allez, tu peux remonter là, c'est bon. Très bien. Et. Piou! Et. On va remettre dessus. Encore plus un. Pof! Donc là, vous voyez. Et là. Piou! Ouais, c'est bon, là, t'es mort. Hein. Ah, il va me faire cliquer. Ouais. Ah, les ligues. On peut pas lui en vouloir, il a payé pour jouer, mais. Bon, c'est bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Contre lui, les balistes, je vais regarder le combo. Isolate, c'est nul. Probablement, ouais. Stasis Snare, probablement. Gideon peut être fort pour faire pour contrer ses zombies. 1, 2, 2, 2. Rest in peace. Il a Croxa, mais il a que ça. Pas intéressant. On l'a même pas vu, Croxa. Ouais. Je crois que non. Ouais, Baffling Hand. Ouais, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des bonnes cartes quand même. Gideon en intervention, je pense que c'était naze en fait. On va en garder que 2. On va mettre un Gideon. Ouah, je sais pas ça y border là. Ouais. On va plutôt mettre les Gideons à 3, à 4 plutôt que ceux à 3. Ouais, là on a 60. Ça me va.
On garde Elspeth, Concordes pour ces 4 drops qui sont assez puissants. Ouais, allez. Alors, vous le croyez pas, mais là je vais la garder. Je suis sur le play. J'ai mes knights. Si je touche un deuxième terrain, j'ai mes knights qui vont m'amener plus de terrain. Je suis un fou. Je suis un déglingo. Je suis un malade du cerveau. On est sur la draw, donc on va pouvoir. On a 2 looks. Enfin, on va piocher 2 fois une carte pour avoir notre deuxième mana. Et si j'ai mon deuxième. Bon, déjà, ça commence mal. Le pire des. des pioches que je pouvais faire. Bon, je vais déjà voir les commentaires. Je suis un gros nul. Il a toujours ses waste notes tour de lui. Hein. Il lui faut ça, je pense, avec son action. Terrain. Ah, ok. Allez. Rien n'est perdu. Il me suffit d'avoir un terrain, et je peux jouer mes knights, et je suis sorti d'affaire. Allez. En plus, celui-là, c'est 3 terrains, donc mes knights vont être efficaces. Qu'est-ce que tu nous fais? Gabriel, donc il va me faire défausser, il va me faire perdre des points de vie. Je vais défausser. Ouais, probablement ça a des lumières de fer. Et il va faire un zombie de 2. Ok, très bien. Terrain. Allez. Merde. J'aurais dû être plus spécifique. J'aurais dû dire une plaine. Ah, j'aurais dû dire une plaine. Non, plutôt que jouer la balise, je préfère piocher. Il faut vraiment une autre plaine là. Oh là là. Il m'a entendu, hein, le chauffeur. Il m'a donné un terrain. J'aurais dû être plus spécifique. Ok. Fabling Passage. Il va chercher une montagne. Donc ça c'est bien. Il a 4 terrains. Parce que une plaine est encore un bon draw pour moi. Mais c'est fou ça. Ok. Je suis dans la merde. On va le défausser Gideon. On va piocher une carte. C'est peut-être mieux. J'ai 2 cartes, pardon. C'est peut-être mieux que. Bon là on va piocher fin de tour. Une plaine. En même temps je peux. C'est ma faute hein. J'ai gardé une main avec un seul terrain. Faites pas ça chez vous à la maison, hein, les jeunes. Hein. Mulligané. Ah. Haha. Très bon. Alors là, vous voyez ce qu'on va voir. Hop. On va chercher avec Knight une autre plaine qui va arriver en jeu. Et on va pouvoir aussi jouer une baliste à 1. Je vais l'utiliser, je pense, pour shooter Gabriel. Pour éviter qu'il me fasse encore discarder une autre fois. Parce que c'est pas juste une carte, pour moi, c'est des cartes pour lui ou des zombies. D'accord. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a. C'est pas hyper convaincant. On a nos mana maintenant, c'est bien. Et s'il joue à notre terrain, on a un Knight qui peut encore faire de la value, donc ça c'est plutôt pas mal. Et amener, on pourrait faire Knight, terrain qui arrive en jeu. On peut aller chercher même une grange, et après faire 1, 2, 3, 4, 5 mana. 5 mana, c'est peut-être un Guignon ou un Eliod plus lifelink. On va voir. Donc il a joué le terrain. Il a 5 terrains. Il a mis un castle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors. Il a défaussé. Il a défaussé. Donc il veut aussi. Donc il fait duress. C'est-à-dire qu'il peut enlever. Non, pas duress. Il fait. Donc il a fait 2 modes. Il a fait -2 à ma créature. Et il a défaussé une carte pour pouvoir voir dans ma main et me prendre tout ce qui est. Instant et sorcerie, mais j'en ai pas dans mon deck, donc c'était nul. Ah, ça c'est fort. Là, il va me faire défausser aussi.
Voilà, défausser. Là, il vient de raser mon board et de créer 2 zombies. Donc c'est fort. Là, c'est fort. Mais je suis pas mort parce que j'ai un combo dans mon deck. Et ça, c'est la fête. Ok, et puis je suis à 18, ça. Donc là, on va faire Knight plus Iliad. Tout simplement. Avec le Knight, on va le mettre un marqueur plus en plus en allant chercher une grange. Il m'en reste 3. Allez, hop. Et Iliad. Voilà. Très bien. À toi. À vous. Qu'est-ce que l'adversaire va pouvoir nous faire? Liliana. Comme on a vu la dernière fois, c'était pas si fort que ça. Là, il peut me faire défausser. C'est pas mal s'il peut plus. Là, c'est pas mal. Quoi? Ok, il a choisi de faire moins. Il a qu'une seule carte en main. C'est étrange. Il doit penser que sa carte est très forte. Est-ce que ça peut être une Croxa ou une Azorette peut-être? Ouais, ça doit être une Azorette, je pense. Ouais, ça doit être une Azorette. Mais là, ce qu'il se rend pas compte, c'est que je peux réveiller. Il n'aurait pas dû attaquer avec toutes ces créatures. Il aurait dû en garder une pour bloquer, au cas où je puisse attaquer avec Eliod. Parce que là, je vais pouvoir animer Eliod. Si je joue Daxos, en plus, je vais gagner un point de vie. Ça va être utile. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Donc je peux jouer. Non, je vais pas gagner de point de vie. Hein. Je vais jouer Gideon. Ça réveille. Je vais aussi dire à ce zombie qui pourra pas me faire de dégâts au prochain tour. Et on va tuer Liliana. Je suis bien là, je crois que je suis bien. Même s'il a une Azorette en main, je peux champer avec. Attends, ça dépend de ce qu'il a, comment il attaque. S'il attaque avec toutes ses créatures, on va voir ce qu'il a en main, de toute façon. Field of Ruins. C'est ça, il avait Azorette en main, c'est pour ça qu'il a fait moins 3. Très bien. Donc il est bien là quand même. Hein. Peut-être que si j'ai une baliste au-dessus de ma bibliothèque, j'ai gagné. Hein. Ok. Ok. Ok, il attaque avec tout. Hein? Mais il faut pas qu'il attaque avec un zombie. Il peut pas faire de dégâts. Ça aurait pu faire un bloqueur. À la maison, hein, les enfants, faites pas cette attaque. Hein. D'accord. Donc là, comme Guidon est mort, je prends mon bloc gratuit. Je ne peux pas le sauver. Je suis un zombie. Voilà. Probablement le meilleur draw que pouvait m'offrir, la meilleure pioche que pouvait m'offrir mon deck. Wow. Et Eliod est animé. Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Là, moi, je dis, j'attaque avec tout là. Je suis à 12 PV, il peut pas me tuer. Même s'il a une Azorette sur le dessus de sa bibliothèque, ça lui fait quoi? Ça lui fait 5, 6, 7, 8, 9. Et après, non, j'aurais peut-être dû laisser Daxos. Mais j'aime bien le mettre à 13 quand même, lui mettre la pression. Ou sinon, s'il a Croxa, il peut la jouer et l'échapper. Il me fait perdre 3 points de vie. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à... Ah, j'espère que c'est pas Croxa. Ok. D'accord, ok. Pourquoi pas. Ouais, c'est pas terrible quand même. Donc là, c'est effectivement, je vais pas pouvoir faire de combo. Il a nommé Walking Ballista, donc il va pouvoir venir chercher dans ma librairie, dans mon cimetière et dans ma main toutes les cartes qui s'appellent Walking Ballista et il va les exilrer. Mais le truc, c'est que là, c'est juste en attaquant, je gagne quoi. Là, il peut pas attaquer là. Il peut pas attaquer là.
Non, il peut pas attaquer. Monsieur l'adversaire. Pourquoi il a attaqué? Je ne comprends pas. Parce que là, je vais pouvoir donner le lien de vie à mes créatures. Et donc, je vais pouvoir annuler en fait son... Ouais, il s'est dit qu'il allait pas bloquer. Moi, j'aurais jumpé au moins avec un zombie. Bon, on va créer, voilà. Plutôt que de faire le hibou, je pense que c'est mieux de faire ça. Parce qu'on va gagner un point de vie directement. Hop, on peut mettre un marqueur +1/+1 pour défendre Gideon. On va gagner en combat maintenant. Le chevalier va gagner en combat contre les zombies. Et on attaque, hein. On le met à 6, hein. Voilà. Alors là, je meurs sur Azoret. Du tout. Non, même pas. Même pas. Sur Croxa, même pas non plus. Bon, je pense que j'ai gagné. Ouais. Bah, j'ai gagné. Hein. J'anime Gideon. J'attaque. J'ai gagné. En plus, je pioche Baffling Hand. Donc là, on fait revenir le Knight. On va chercher un terrain. On va mettre un marqueur +1/+1 sur. On va mettre un marqueur +1/+1. Oui. On va chercher une grange sur le Knight. Voilà. Maintenant, c'est l'étal. Avec le Baffling Hands. Voilà. On se met à attaquer. Et victoire, nous voilà à 4-1. À 3-1, pardon. Nous voilà à 3-1. On se retrouve pour la dernière partie. Allez, ciao. Dernière partie. Alors, est-ce qu'on va être capable de faire 4-1 ou 3-2? Ça va changer pas mal de choses. Donc ici, on va garder. Hein. On a un inspecteur dans un knight. Parfait. Donc là, je préférais commencer par la Tapland. On ne sait pas quand est-ce que la grange sera... Oh, non. Temple of Mystery. Probablement en face de nous, un joueur de Bleach Combo. Donc ce knight il va jamais avoir de value. Parce que s'il joue le Lotus, il va sacrifier ses terrains. Donc il n'aura jamais plus de terrain que moi. Donc on va essayer de faire le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible. Il joue rien tour 2. Alors notre plan de jeu là, ça va être de faire la course au combo. Donc ici, moi je jouerai la plaine et la baliste. Et l'inspecteur. Ou Eliod. Non, il faut aller au combo le plus vite. Le plus rapidement pour avoir le combo, c'est jouer Eliod maintenant. Voilà. Très bien. Parce que regardez, je peux jouer baliste pour 2, jouer la grange, mettre un marqueur +1/+1, j'ai le kill tour prochain. Si je continue, waouh! Mais t'es mort quand même? C'est pas grave. Ah, j'avais pas pensé à jouer Discontinuity. Ah ouais, ça lui permet de garder cette terrain. Regardez, hop. Voilà, le kill tour 3. On l'a rarement, mais il est là. Regardez. Hop, on va lui donner le lien de vie. Et c'est parti. Il n'y a rien de mieux, de plus satisfaisant que de réaliser un combo à un joueur de combo en face de soi. Donc là, on va automatiser tout ça parce qu'il nous fait faire tout. Hein. Un peu de sel. Voilà.
bien. Ah. Ah, le bon vieux tour 3. Ça fait plaisir. Alors, on va prendre 4 sphères, 3 rest in peace, et un autre Gideon à 3 probablement. Donc ça c'est ce que je veux absolument. Voilà. On va enlever Spells Concordance, c'est trop long et ça ne fait pas grand chose. On va enlever un. On va enlever les anti-bêtes. Ça sert pas à grand chose non plus. Allez, on enlève. On a 62. Là j'aime bien mettre mon Gideon de plus que j'avais oublié. On va peut-être enlever une Owl. Ça coûte cher. Enlever un Daxos. Non, un Elliot, pardon, excusez-moi. Ouais, on trim un peu sur le combo. Notre combo est un peu trop lent. Là, on a eu de la chance, hein, c'est extrêmement rare. Ah, est-ce qu'on refait le coup du 1 mana? Parce qu'on a notre Damping Sphere et on a un peu de pression avec le Traben Inspector. Il nous manque, on a un 2-drop, on n'a pas les Knights. C'est pas grave, on est fou. On est fou, on est fou. D'ailleurs, j'ai mal sideboardé, c'est les Knights que j'aurais dû enlever. Pas le combo. Alors, si vous faites ça chez vous, vous faites pas comme moi. Hein. Vous prenez votre cerveau avant de sideboarder, d'accord? Les Knights ils sont nuls dans ce match-up parce que c'est très rare que l'adversaire ait plus de terrain que nous, même quand on est sur la pioche. Donc il va chercher. Oh là là, on est des dieux. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance, notre pauvre adversaire. Donc là on va pas jouer le Damping Sphere maintenant, parce qu'on peut se faire avoir. On sait qu'il a un Lotus Field dans la main. Donc on va développer notre board, on va attaquer, et on va le laisser, on va lui donner. Mais viens, joue ton petit Lotus Field. Sacrifie tes terrains. À moins qu'il ait une discontinuité. Dans ce cas-là, c'est pas si horrible pour lui. Mais quand même. Viens, viens. Allez, joue-le. Flotte du mana, joue ton Lotus Field. Allez, tu sais que t'en as envie. Tu veux, t'en as envie. T'as créé le deck pour ça, hein. Allez. Voilà, très bien. C'est tellement méchant. En même temps, quand on joue ce deck-là, c'est qu'on n'a pas de... Oula. Je dis ça, mais en même temps, je suis peut-être déjà mort. 3 mana. Et... Oh. Il peut me tuer, hein, avec ça. Juste avec ça. S'il a les bonnes cartes en main. Avec un seul Lotus, il peut me tuer, hein. Est-ce que je suis mort? Oh, si je suis pas mort, il est mort, en fait. Enfin, il est pas mort au tour prochain, mais ça va être difficile, hein. Il faut qu'il ait les réponses en main. Il faut qu'il ait les... Ah oui. Ah, ok. Il y avait le mana qui avait disparu, donc je me disais qu'il était passé de phase, mais en fait non, il l'avait utilisé. Donc là il détape, il pioche 2 cartes, il en discarde une. On va peut-être sortir le cimetière pour le voir. Ça va être pratique. Donc vous allez voir, il va utiliser son cimetière. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'aller chercher... Donc là, ok. D'aller chercher Tom Scarra, ça s'appelle, dans ses cartes de side pour vider entièrement son cimetière et lancer un sort qui s'appelle Breach pour rejouer tout son cimetière jusqu'à plus avoir de pioche. Et là, et jouer une carte qui lui permet de gagner quand il a plus de pioche. Donc là, Damping Sphere c'est très violent contre lui. D'accord, il n'y a plus de mana coloré. Tel quel, là, il n'a plus de mana coloré. Bon, là, il a de mana coloré, mais il n'a plus que 3 mana et pas 3, 4, 5. Il a 5 cartes quand même. Ok, donc là il va piocher, il va diguer 3 cartes deep dans sa librairie. Il en garde une et il met le reste dans son cimetière. Donc on va le voir apparaître ici. Voilà, ok, il l'a jeté pour Over the Pages et pour Over the Pages. Ok, c'est
trop cher pour lui. Donc là, il cherche une réponse à notre sphère. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire Walking Ballista qui va avoir un marqueur plus 1 plus 1 grâce ici à Anafenza. Et on attaque. Donc là, s'il bloque Anafenza pour le maximum de dommages de réduction, je vais enlever un marqueur pour tuer. Ok. Donc là, il décide de prendre un point de dégâts supplémentaire, mais je peux pas tuer son Grazer à moins que je sacrifie une baliste, que je ne vais pas faire. Taper, détaper, il passe à 11. Est-ce que je suis mort? Je peux mourir hein, depuis cette... Il va chercher quelque chose dans son side. Qu'est-ce qu'il va chercher? Donc là, il lance l'aventure. Hein. Et il va chercher Wilt. Alors, pour détruire un enchantement ou un... Et ce qui se passe, c'est que j'ai une deuxième sphère dans la main. Ça va pas le sauver, ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais attaquer d'abord, avant de jouer la deuxième sphère. Comme ça, il a le moins d'informations possible pour faire son bloc. Vous voyez, qui a besoin de mana? Personne. J'aurais bien aimé piocher la mana. Alors, donc là, il décide de sauver son Grazer, mais moi je fais ça. Là, ce que je vais faire, c'est que jouer ma deuxième sphère. Parce que là maintenant, même s'il casse une sphère, il y en a encore une autre. Parce qu'il n'aurait pas pris Wilt s'il avait une Blast Zone dans la main. C'est sûr et certain. Donc là, moi, sa pioche, c'est une Blast Zone. Il peut pas gérer le dos en même temps. Donc il peut pas partir en combo. Ouais, la preuve. Et là, oh, il peut plus rien jouer. Il va être taxé 2 fois. Il aurait dû jouer Wilt en premier. Grosse erreur. Ah, il essaye de jouer Wilt. Tu peux pas. Tu dois payer 2 supplémentaires. Je crois qu'on a gagné. Parce que là, on a sur le board, on a 1, 2, 3, 4 qui bloque comme la dernière fois. Et on peut faire une baliste à 2. Ça veut dire qu'on a 4 dommages de baliste qu'on peut faire post-combat. On va voir comment il part. S'il bloque comme la dernière fois, il est mort. Ok. Ah mais il est mort quand même. Je le mets à 4 comme ça. Très bien. Et voilà la concession, on a gagné 4-1. Et voilà, 4-1 sur les matchs et en fait 3-2 sur la ligue avec les matchs que vous n'avez pas vus. Les 2 défaites que j'ai eues, c'était contre le Miroir et contre un Lotus Bridge aussi. Voilà. Donc, mais sur les matchs qu'on a réalisés ensemble, 4-1, donc c'est pas mal. Vous avez vu, le deck est puissant. Des kills tour 3, pardon. Il y a, voilà, donc si vous voyez les play patterns, attention à bien identifier votre rôle. Vous avez vu que des matchs que j'ai perdu contre le deck Minotaur, j'ai mal évalué mon rôle. Je me suis cru contrôle alors qu'il fallait que je race au combo, d'accord, et j'ai mal joué. Donc si j'avais réfléchi un tout petit peu, je pense que j'aurais pu mieux faire. Le deck est puissant, ça reste pas vraiment ma tasse de thé. Alors on n'a pas trop vu là, mais il y a des moments où le deck flood énormément, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de terrain qui arrive et on n'a aucun mécanisme de rattrapage à ce niveau-là. Et on n'a pas non plus joué contre des decks contrôle ou des decks mid-range type Sultai, où ça reste très très dur de gagner. D'accord? Où ils ont une qualité de cartes énorme et beaucoup de réponses à nos cartes et on est noyé sous la qualité de leurs cartes. D'accord? On est tellement laser focus sur une seule chose qu'on peut être un peu froid à certaines interactions. Mais le deck est très puissant, si il vous intéresse, il est pas cher, hein, que ce soit sur papier ou
ou sur MTGO. D'accord, il est vraiment pas cher à monter. Donc allez-y, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve alors la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Explorateurs du Pionnier. On s'attellera à un nouveau deck de la méta. Et je vous dis à très bientôt.